Un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co. Je suis très heureux de vous retrouver et bienvenue dans Tech Hebdo. Vous le savez, chaque début de semaine, 26 minutes pour faire le point sur toute l'actu tech du moment. Avec au sommaire pour ce nouveau numéro de Tech Hebdo, on va revenir sur Twitter et les derniers rebondissements d'Elon Musk. Et ce fameux, vous savez, cette petite coche bleue que beaucoup de gens envient, elle disparaît, elle réapparaît. C'est assez bizarre tout cela. On va en parler dans quelques instants. On découvrira une start-up aussi qui fera le choix à Vivatech et qui permet d'échanger avec des artistes décédés grâce à l'IA. C'est assez impressionnant. Cette start-up sera avec nous dans un instant. Et puis, Acer sera avec nous sur le plateau et qui dévoile ses nouveautés, dont un vélo et une trottinette qu'on va découvrir, mais aussi des ordinateurs. C'est tout à fait normal puisque ça reste ce grand constructeur d'informatique d'Acer. Merci d'être avec nous. C'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Et évidemment, Tech Hebdo, je vous le disais, tous les lundis soirs sur la chaîne Tech & Co, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast et en replay, bien évidemment, sur l'appli RMC BFM Play. C'est votre rendez-vous d'ActuTech sur la chaîne Tech & Co. Merci d'être là. Et tout de suite, donc, pour débuter, l'ActuTech de cette semaine. Et Julie Rago nous a rejoint maintenant de la rédaction de Tech & Co. Julie, je suis ravi de te retrouver. Je suis ravie également. Bonjour François. Merci d'être avec nous pour commenter donc l'actu de cette semaine. Et on le disait en sommaire, le grand n'importe quoi de Twitter et de Twitter Blue. Elon Musk qui, encore une fois, on a l'impression à sa petite console de Twitter, appuie sur les boutons comme ça, enlève des certifications, les remet, etc., etc. Ce week-end, ça a été vraiment le week-end du grand n'importe quoi. Ouais. Si vous pensez que Twitter pouvait pas devenir encore plus incompréhensible, je suis désolée de vous l'apprendre, mais si, en fait, c'est possible. Tout est possible avec Elon Musk. Bon, c'est un peu difficile de résumer toutes les péripéties de ces derniers jours, mais bon, je vais essayer. Jeudi dernier, donc le 20 avril, c'était la fin officielle des vrais badges bleus de certification. Ceux qui étaient détenus par les personnalités, les journalistes, les stars, etc. La petite coche bleue, elle a disparu pour tout le monde. Moi, j'ai plus ma petite coche bleue, je suis très triste. Je sais, ouais. Enfin, je m'en suis remis très vite. Oui, j'espère quand même. Depuis jeudi, donc, si vous voyez un compte avec une coche bleue, c'est qu'il a payé Twitter Blue. Enfin, pas tout à fait, bien sûr, sinon ce serait trop simple. C'est là que tout se complique. Elon Musk n'était pas spécialement content que toutes les personnalités critiquent sa nouvelle offre. Alors, il a décidé de payer pour eux. Vendredi, le milliardaire il a donc annoncé qu'il payait l'abonnement de l'écrivain Stephen King, du basketteur LeBron James et de l'acteur William Shatner. Soit. On se dit donc que c'est une simple exception et que c'est encore un peu une fantaisie d'Elon Musk. Mais non. Au cours du week-end, des comptes auparavant certifiés, peut-être que François, vous avez récupéré votre coche bleue pendant le week-end, tour à tour, il y a des comptes qui ont récupéré leur coche bleue, alors qu'elle était disparue jeudi. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, oui, c'est ça un peu le problème. Ce qui est intéressant, je te coupe, c'est qu'on reprend le cas de Stephen King qui a un rôle récurrent finalement dans l'histoire de Twitter. On se souvient qu'il avait... Il avait dit qu'il ne voulait absolument pas payer, qu'il ne trouvait pas normal de devoir payer pour avoir accès à Twitter et à cette coche. Là, il a dit... et en fait, il a répondu à un message, même pas, je crois qu'il a tweeté en disant j'ai retrouvé ma coche bleue, alors que je n'ai pas payé, je ne comprends pas. Et il y a Twitter qui lui dit ça me fait plaisir, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi, c'est cadeau. C'est cadeau. Voilà. Et là, évidemment, ça s'est déchaîné sur Twitter, bien sûr. Oui, et là, parce que là où c'est piégeur, c'est que Twitter, il affiche le même message que les abonnés Twitter Blue. Quand vous cliquez sur la coche bleue d'une personne, elle marque « Cette personne est abonnée à Twitter Blue ». Alors que les gens, ils n'ont pas payé. Donc c'est ça qui est un peu piégeur. Parce que Twitter a décidé de réactiver les badges des gros comptes, ceux qui ont plus d'1 million d'abonnés. Donc, alors, c'est peut-être pas votre cas, François, je suis désolée. Non, mais donc, je ne suis pas loin, mais à quelques centaines de milliers près, je ne suis pas loin. Donc, ceux qui ont plus d'1 million d'abonnés ont récupéré leur coche. Cela amène un peu à des situations un peu ubuesques parce que les comptes de l'acteur Chadwick Boseman ou du basketteur Kobe Bryant sont indiqués comme payeurs de Twitter Blue, alors que malheureusement, ces personnalités sont décédées. Donc, c'est pas très fiable. Et il n'y a pas que pour les individus, on va dire, normaux, simples, que c'est compliqué. Il y a pour les entreprises aussi. Parce que certains médias affichent, par exemple, un badge or, qui est celui des entreprises, et d'autres médias, par exemple, comme
BFM TV affiche un badge bleu classique, comme si on payait pour Twitter Blue. Donc ça n'a encore aucun sens. Il y a une polémique aussi qui a éclaté, car plusieurs médias français et internationaux ont reçu l'appellation financée par un gouvernement. Elle est venue, elle est repartie, un peu comme le reste, ça vient, ça repart. Donc c'est encore un petit peu compliqué à comprendre. Et donc c'est un peu difficile, parce que la saga Twitter Blue en ce moment, tout ça pour un résultat qui est vraiment dérisoire. On estime entre 615 000 et 650 000 les abonnés à Twitter Blue, alors qu'il y a environ 230 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc pour l'instant, cette offre payante qui est à $8, entre 8 et 11 $. Plus $10 avec voilà. La TVA. Tout dépend etc. par où on passe. Est un flop, on peut dire. C'est un flop pour l'instant. Quand il y a eu donc, en fait cette vague d'abonnements, de vague qui revient, etc., c'est fait un petit peu pour donner envie aux gens de s'abonner, mais on voit que ça ne marche pas tellement. Non, c'est clair. C'est compliqué. Bon, voilà. Alors, que fait Elon Musk ? Est-ce qu'il expérimente des trucs qu'il sait lui-même sans trop savoir ce qui se passe ? Et puis, il est comme ça, il aime bien lancer des choses et voir comment ça retombe, en quelque sorte. Mais c'est vrai que là, voilà, le coup de projecteur est puissant parce que c'est Twitter et parce qu'on utilise beaucoup ce réseau social. Bon, la semaine prochaine, il y aura sans doute encore quelques autres rebondissements, Julie. Une semaine, un épisode. Dans l'actu aussi, c'est ChatGPT, vous le savez, cet outil incroyable d'intelligence artificielle conversationnelle qui, est de plus en plus bluffante. Là, pour tout vous dire, j'étais en vacances ces derniers jours, je me suis amusé à tester ChatGPT, j'ai été bluffé par les réponses. Oui, je sais, parfois mes vacances sont un peu bizarres, je teste ChatGPT. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? On n'y peut rien. Mais le problème, c'est que ChatGPT, ce dont on ne sait pas, c'est que ça coûte très, très cher à fonctionner, au fonctionnement. Oui, on s'en doutait un peu, mais des analystes l'ont affirmé. ChatGPT est un gouffre financier, selon Dailan Patel, analyste en chef chez SemiAnalysis. Discuter avec ChatGPT pourrait coûter environ $700 000 par jour. Ah oui. C'est énorme. Ce coût, il s'explique par l'utilisation des serveurs qui sont ultra performants. Évidemment, pour faire fonctionner un tel outil, il faut des serveurs très performants. Oui, et beaucoup de puissance processeur, j'imagine. Exactement. Et donc, pour l'entraîner, etc., ça consomme énormément. Mais OpenAI et Microsoft seraient actuellement en train de réfléchir à la fabrication d'une puce qui permettrait de réduire les coûts. Elle aurait pour mission de faire fonctionner et d'entraîner l'intelligence artificielle utilisée par ChatGPT, et ça devrait arriver vers 2024. Et ils espèrent que ça réduira les coûts. Et au-delà d'être un gouffre économique, ChatGPT, c'est aussi un gouffre écologique, ça on le sait moins, mais selon des chercheurs américains, une simple conversation avec le chatbot revient à vider une bouteille d'eau, comme ça, dans la nature. Ils estiment que l'entraînement de GPT-3, l'ancienne version qui est celle actuelle, ça aurait consommé 700 mètres cubes d'eau. Donc c'est énorme aussi. Et cette consommation d'eau, elle s'explique entre autres par les tours de refroidissement qu'il y a justement dans ces centres de données. Ils doivent fonctionner à une température d'environ 10 à 26 degrés. Donc pour refroidir tout ça, les tours de refroidissement, elles évaporent donc de l'eau froide pour maintenir cette température. Il faut noter aussi que l'énergie nécessaire pour entraîner ChatGPT-3 a rejeté 502 tonnes d'émissions carbone. Donc ChatGPT, c'est certes très drôle, comme vous l'avez dit François, mais c'est surtout pas très écolo. Ouais, pas très polluant, et puis ça coûte beaucoup d'argent. Alors on imagine que Microsoft met la main à la pâte à chaque fois parce qu'on sait qu'ils ont investi beaucoup d'argent, 10 milliards dedans. Ouais. Mais voilà, il va falloir trouver un modèle économique aussi à ChatGPT. Oui, ils ont énormément d'utilisateurs, ça peut pas coûter mais $700 000 par jour comme ça, de manière indéfinie. Non, c'est pas possible. Tiens, justement, puisqu'on parle de finances, c'est Snapchat, le réseau social qui, évidemment, a des millions d'adeptes, de jeunes adeptes, a du mal à être rentable, Julie. Ouais, c'est difficile à croire, mais rien qu'en France, Snapchat, c'est 27,7 millions d'utilisateurs uniques par mois. Dans le monde, c'est 750 millions, et pourtant, le réseau social, il peine encore à être rentable. En 2022, ses pertes nettes ont triplé à 1,43 milliard $. Parce qu'en fait, Snapchat, ils n'arrivent pas à trouver de nouveaux utilisateurs. Ils ont leur base de fidèles, des jeunes entre 13 et 34 ans, mais ça s'arrête là. Ils n'arrivent pas à attirer de nouvelles personnes. Résultat, l'entreprise a licencié 20% de ses effectifs l'été dernier, et elle souhaite maintenant se concentrer sur ces nouveautés, notamment avec un peu un concurrent de ChatGPT, un chatbot à base d'intelligence artificielle générative qui va vous permettre de discuter avec un robot, un petit peu, c'est pas très novateur ces temps-ci, mais bon, soit. Le problème de Snapchat, du temps, ma bonne dame. Oui, mais bon, le problème de Snapchat, c'est surtout qu'il n'a jamais su bénéficier de son statut de pionnier. Il faut le rappeler, c'est quand même eux qui ont démocratisé les vidéos courtes, les stories, etc. Mais maintenant, ils se sont fait un peu rattraper par Instagram et par TikTok, et au final, plus personne ne parle de Snapchat aujourd'hui. Toutes les nouveautés, elles sont faites
par Instagram, par TikTok, par Meta, par OpenAI. Et donc, Snapchat n'arrive plus vraiment à se différencier. Et c'est bien, du coup, ce manque de renouvellement qui pourrait expliquer ce manque de rentabilité. Voilà, comment va tourner Snapchat? C'est la question qu'on peut se poser. Okay. Alors, il y a des annonces, il y a eu des nouveautés qui ont été annoncées, je crois bien, ces derniers jours. On aura l'occasion d'y revenir sur la chaîne Tech & Co. très bientôt. Merci beaucoup, Julie. Merci. Voilà, c'était l'actu de cette semaine dans Tech Hebdo avec Julie Rago, journaliste donc à la rédaction de Tech & Co. Et tout de suite, notre premier invité, on va parler d'intelligence artificielle. Tout de suite. Et dans quelques instants, je recevrai le directeur marketing et communication d'Acer. Acer, vous le savez, ce grand constructeur d'informatique qui se lance dans un nouveau secteur, les nouvelles mobilités, avec un vélo et une trottinette. Il sera sur notre plateau dans un instant. Karim Wayoun. Mais auparavant, j'accueille Christophe Renaudino. Bonsoir Christophe. Vous êtes expert IA et directeur général donc de Jumbo Mana, qui est une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. Vous serez d'ailleurs à Vivatech, l'édition 2023 qui arrive, là, qui aura lieu mi-juin prochain à Paris, porte de Versailles. Vous serez l'une des start-up représentées là-bas, avec un concept vraiment étonnant qui donne un peu le vertige finalement quand on découvre ce que vous faites. Vous allez nous expliquer tout ça, mais si j'ai bien compris, vous allez pouvoir nous faire discuter, en tout cas avoir des échanges avec des personnes connues, des célébrités, en quelque sorte, soit fictives, soit vivantes ou soit même décédées. Tout à fait, exactement. On développe une technologie qui permet de rendre vivants des personnages virtuels, quels qu'ils soient, en les rendant pleinement intelligents et surtout parfaitement autonomes. Et du coup, on développe cette technologie qui permet justement de pouvoir interagir avec ces personnages et de créer surtout des personnalités. C'est vraiment ça notre valeur ajoutée. C'est dans les IA génératives, qu'on n'arrête pas d'en parler en ce moment, c'est vraiment de créer une personnalité avec sa propre voix, sa propre connaissance, jusqu'à sa propre manière de s'exprimer. C'est presque un mimétisme intellectuel, en quelque sorte. Exactement. On est exactement là-dedans, et notamment dans l'intelligence artificielle, il faut savoir que voilà, il y a des mythes de la conscience, etc., mais on en est très loin, même très loin de l'intelligence humaine par rapport aux IA, et on est vraiment dans le mimétisme, et d'essayer de faire revivre, par exemple, Vincent Van Gogh dans notre exemple, en imitant sa manière d'exprimer, sa voix, et sa connaissance, sa manière de penser. Et c'est pour ça qu'on travaille avec les plus grands experts du domaine, parce que le but, c'est absolument pas de faire un gadget technologique. Le but, c'est pas de faire passer ChatGPT pour Van Gogh. C'est un vrai projet de recherche scientifique, où derrière, on travaille notamment avec Paris-Saclay, l'université Paris-Saclay, laboratoire Lisen, avec le professeur Wouter van der Wijn, qui est l'expert mondial de Van Gogh, pour que justement, on puisse retranscrire la pensée de Van Gogh, retranscrire sa manière de penser, jusqu'à son accent, sa représentation, pour avoir un dialogue le plus naturel possible avec Vincent Van Gogh, comme je vous parle actuellement, comme je parlerais à un vieil ami. Parce que c'est vrai que si on fait encore l'analogie avec ChatGPT, qui est bluffant, mais c'est vrai que ChatGPT manque d'épaisseur et de personnalité. Exactement. Vous, c'est tout le contraire. Exactement. C'est-à-dire que vous voulez vraiment qu'on ait l'impression de discuter avec quelqu'un qui va avoir un caractère, peut-être un sens de l'humour, ou peut-être du cynisme, enfin en tout cas ce qui fait la richesse de l'âme humaine, en quelque sorte. Mais ça va servir à quoi? Vous avez dit tout à l'heure que c'était vraiment un travail scientifique. L'idée, c'est qu'après, si j'ai envie de discuter avec Van Gogh simplement pour me cultiver, en quelque sorte, je puisse le faire? Exactement. Donc, c'est dans le cadre de la médiation culturelle et scientifique. Et donc, le but, c'est qu'en effet, le dispositif, c'est une borne interactive où les gens vont pouvoir parler directement à Van Gogh avec un micro qui capte leurs paroles. Et ces bornes seront disposées dans les musées, notamment dans l'exposition 2023 sur Van Gogh qui aura lieu en octobre au Château d'Auvers et au musée d'Orsay. Et le but, c'est vraiment de pouvoir inviter les visiteurs et d'initier une médiation culturelle vers un monde beaucoup plus vaste qu'est celui de Van Gogh. Donc là, il faut évidemment, pour essayer de retrouver la patte de cet artiste, il faut que l'IA, en fait, digère énormément d'informations. Comment ça se passe, en fait? Comment vous allez nourrir cette intelligence artificielle pour qu'elle arrive à trouver ce mimétisme de Van Gogh? Alors, en fait, on a une approche très différente, par exemple, des GAFA comme OpenAI. C'est que
ces sociétés, elles vont chercher à faire des IA générales et avoir un maximum de connaissances sur tout le monde entier. Nous, on va plutôt travailler la profondeur, c'est-à-dire qu'on va spécialiser nos IA et plutôt traiter un sujet de fond, essayer de rajouter de l'intelligence dans nos architectures neuronales, justement pour connaître, pour que l'IA détecte ce qui est vrai et du faux, qu'elle détecte la personnalité de la personne, etc. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec notamment l'Institut Van Gogh, où on a accès à toute la base de connaissances mondiale sur Van Gogh. Donc ça va bien sûr des livres bibliographiques, des livres, ça va des lettres, parce qu'il a écrit beaucoup de lettres, plus de 1000 lettres qu'on puise justement l'information pour savoir qui il était, comment il s'exprimait, parce qu'il avait une façon de s'exprimer complètement unique. Il utilisait beaucoup d'adverbes, beaucoup de subjonctifs, avec un français du 19e siècle, qui est très rare à retrouver sur Siri ou même sur ChatGPT. Là, le but, c'est vraiment de retranscrire cette personnalité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec ce Van Gogh virtuel, en quelque sorte, sur des bornes. Mais est-ce que demain, depuis mon smartphone, depuis mon PC, je pourrais discuter avec lui aussi ? Oui, tout à fait. Après, il y a des enjeux, je dirais, de scalabilité et même aussi d'impact environnemental. Oui. Parce que dès qu'on ouvre, on le voit bien avec OpenAI, vous en parliez juste il y a quelques instants, ça coûte beaucoup d'argent. Mais le but, en tout cas, la technologie n'est pas restreinte à une borne et peut être déployée beaucoup plus massivement. Van Gogh en premier, l'idée c'est de cloner comme ça beaucoup de personnalités ? C'est ça, exactement. Donc à la fois sur des musées régionaux, parce que le but c'est aussi de démocratiser cette technologie de pointe, donc pour la rendre accessible à l'ensemble des acteurs de la culture, mais d'aller aussi à l'ensemble du secteur des ICC, des industries culturelles et créatives. Donc on travaille notamment avec un programme de recherche encore avec Hachette Livre, sur l'un de leurs personnages. On travaille également dans le secteur du jeu vidéo pour qu'en effet les personnages de jeux vidéo soient le plus vivants, avec leur propre personnalité, le plus interactif possible. C'est vrai que dans le jeu vidéo, ça ouvre en fait des portes incroyables, le fait de pouvoir comme ça dialoguer avec... C'est ça, tout à fait. On va vraiment immerger le joueur dans un univers vivant qui ne va pas être scripté et qui va prendre vie et dont il sera acteur. Voilà, passionnant. Merci beaucoup Christophe. Et puis, on se croisera sans doute à Vivatech. Bien sûr, avec grand plaisir. 23. Merci beaucoup. Jumbo Mana, donc, vous êtes expert IA et directeur général donc, de cette start-up. Et vous restez avec nous. Tout de suite, on va s'intéresser aux nouveautés du Taïwanais Acer sur ce plateau. Voilà, et pour terminer ce Tech Hebdo, gros plan sur le constructeur taïwanais Acer, avec Karim Wayoun qui est avec nous. Bonjour Karim. Bonjour François. Ravi de vous retrouver, directeur marketing et communication Acer France, avec une grosse présentation, une grosse conférence de presse la semaine dernière d'Acer, qui présentait évidemment de nouveaux ordis. On va parler dans quelques instants de la nouvelle gamme des Vero, qui est cette gamme assez innovante de PC. Des produits éco-responsables. Voilà, éco-responsables avec du plastique qui a été recyclé. On va en parler dans un instant. Mais là où vous avez surpris tout le monde, Karim, c'est que vous avez présenté en fait une nouvelle corde à l'arc d'Acer, qui est la mobilité, en fait. Exactement. En fait, ça fait maintenant quelques années que l'on travaille cet axe éco-responsable et c'est un virage qui a été pris par le groupe depuis maintenant une dizaine d'années. Et en fait, nous sommes arrivés sur le segment de la mobilité avec des trottinettes. Et là, on vient d'annoncer notre premier vélo électrique, qui est en fait dans la continuité de ce que l'on sait faire en termes de batterie, d'autonomie, de gestion énergétique. Et c'est un petit peu une logique d'arriver sur ce marché. Alors, le vélo, ça sera dans un instant. On va commencer par cette super trottinette, un peu look de gamer quand même. Exactement. Là, j'ai l'impression que je vais aller plus vite que les autres avec ma trottinette. D'ailleurs, c'est une trottinette, mais un peu étrange. C'est-à-dire qu'on ne va pas poser nos pieds l'un après l'autre, mais sur les côtés. Exactement. En fait, elle reprend un look de moto, cross, au final. Et vous aviez raison quand vous parliez de gaming, puisqu'elle est sous l'effigie de la marque Predator, qui est notre marque gaming maison. Et en fait, cette trottinette a un look un petit peu plus agressif, un peu plus sportif. Et on y a amené des technologies un petit peu supplémentaires par rapport aux trottinettes que l'on a déjà lancées sur le marché depuis le mois de novembre dernier, que sont les séries 3 et série 5 aujourd'hui. Et celle-ci, c'est la série 7, donc un petit peu plus sportive, un petit peu plus nerveuse.
Alors, on ne peut pas jouer avec. Hein. Enfin, on peut jouer avec si, sur la route. Mais voilà, c'est ça. Oui, alors Tout en restant sérieux. Évidemment, elle a des limitations. Hein. Oui, 25 km/h. C'est la limitation légale. La réglementation en France, en tout cas. Oui. Donc 100% électrique. 100% électrique, on est sur un moteur de 350 watts qui peut monter à 900. Et ça permet justement de monter les côtes et d'avoir plus de puissance. Accélération. Une meilleure accélération. D'accord. Et on y a aussi ajouté le système d'amortissement qui est pris justement de l'univers de la moto, avec un amortisseur arrière et 2 amortisseurs à l'avant, pour justement avoir plus de confort dans l'utilisation. Après, c'est une trottinette qui est destinée à ceux qui sont amenés à l'utiliser tous les jours et qui passent de temps en temps par des chemins qui ne sont pas forcément parfaits, lisses, comme le bitume, mais on peut facilement gravir des trottoirs, des obstacles. Voilà, il y a un peu de suspension, on le voit d'ailleurs, elle a des amortisseurs. Hein. Oui. Donc, c'est pas qu'une simple trottinette. Hein. Non, c'est une trottinette un peu plus évoluée. Un peu plus sportive, voilà, qui permet d'aller sur des chemins un petit peu plus escarpés. Et on est sur une autonomie de 40 km, donc quelque chose qui nous permet de faire un aller-retour travail ou loisir. Est-ce qu'elle est connectée, Karim ? Elle est connectée à une application avec soi qui permet justement de la verrouiller, la déverrouiller, de gérer aussi son trajet, de voir aussi le kilométrage de la trottinette, l'autonomie, la batterie, enfin, tous ces éléments-là, aussi le côté sécurité, si elle est manipulée par quelqu'un en extérieur ou autre, voilà, on peut tout gérer avec. Très bien. Alors ça, première surprise, hein, cette trottinette qui sort, on va dire à la rentrée prochaine, c'est ça ? Oui, voilà, entre septembre et octobre. D'accord. À quel tarif ? On a déjà une idée ? On sera proche des 800 €. Ok. Ça, c'est pour la trottinette. Et puis, vous êtes venu aussi avec ce vélo, parce que c'est la deuxième nouveauté d'Acer. Un vélo aussi au look futuriste, hein, parce que là, franchement, on ne peut pas dire que vous copiez quelqu'un. Là, vous avez votre propre look. Oui. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Présentez-nous un petit peu ce vélo. En fait, le vélo Ibi, c'est justement un vélo que nous avons créé de A à Z. Et le design, il y a un vrai parti pris. Hein. C'est un vélo futuriste. On a aussi, on peut le voir avec tout le rétroéclairage LED qui est intégré dessus, qui est esthétique, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi un côté sécurité la nuit, lorsqu'on l'utilise. Et on a aussi, sur la version finale, on aura des lasers qui marqueront au sol une zone de sécurité pour que les automobilistes ne s'approchent pas trop. Ah, donc ça va projeter aussi au sol, exactement. Ah ouais, d'accord. Sorte de ligne de chaque côté. Ça, c'est super. Pour donner l'information aux automobilistes de ne pas mordre sur cette ligne, parce que on se rapproche un peu trop du cycliste. D'accord. Mais à côté de ça, dans la conception, on a dès le début voulu le rendre facile à utiliser. C'est pour ça que dans le cadre, la batterie est amovible, elle se retire et on peut l'utiliser pour la recharger chez soi sans avoir à monter le vélo quand on est dans un appartement, par exemple, dans une ville. Et cette batterie peut aussi nous servir de batterie d'appoint pour recharger son téléphone ou son ordinateur quand on est en déplacement et qu'on a besoin d'une source énergétique. D'accord. Mais là, par exemple, si j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je peux le brancher directement sur la batterie. Exactement. Il suffit de retirer la batterie. Du vélo. Oui, bien sûr, tout à fait. D'accord. Et ce vélo, du coup, permet d'avoir une autonomie de 110 km. Ce qui est énorme. Donc, c'est assez énorme. Et l'idée, c'est de ne pas avoir besoin de le recharger sur la semaine lorsqu'on utilise le terme vélo-taf, d'aller de chez soi au travail tous les jours. Et surtout, on y a intégré des éléments de sécurité, notamment un radar sous la selle qui permettra d'avertir le cycliste si un objet s'approche trop rapidement. Si une voiture arrive trop vite, une alerte va se déclencher pour prévenir le cycliste de soit, s'il peut, se déplacer, éviter le choc, ou s'y préparer dans le cas où le choc est inévitable. D'accord. Alors, vitesse, là aussi... ça va dépendre c'est une assistance. Donc, au final, ça va plutôt nous assister, nous, dans l'effort et permettre de rendre le trajet un petit peu plus agréable, un peu plus facile. Tout à fait. Moins compliqué. Sur les côtes, notamment. Sur les côtes. C'est assez intéressant. Et ce qui va être aussi hyper intéressant avec l'application derrière, c'est que notre trajet va aussi être fonction de notre autonomie au niveau de la batterie. D'accord. Donc, on aura plusieurs propositions, dire voilà, ce chemin est le plus court, mais il y a plus de dénivelé et vous n'avez plus assez d'autonomie. Donc, il y aura un moment où vous allez être tout seul. Ou on peut passer par là, vous allez un peu moins tirer sur la batterie, mais vous arriverez à bon port. Voilà, exactement. Donc, il y a aussi cette sorte de connaissance de l'utilisateur qui vont permettre de proposer des bons trajets. Quel prix et la date de sortie ? On sera aux alentours de 2 000 €. Il sort en juillet en Asie et nous, en France, on le distribuera à partir du mois de septembre. Voilà, deux nouveautés étonnantes. Hein. Voilà, Acer qui se diversifie aussi dans la mobilité. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a un petit essoufflement du marché de l'informatique que, voilà, on dit qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Oui, bien sûr. C'est plutôt sain de faire ça. Ou est-ce que finalement, non ? Les deux. Les deux. En fait,
il y a un essoufflement du marché. Et on sait qu'aujourd'hui, on ne va pas continuer à se développer dans le marché informatique, puisqu'aujourd'hui, c'est un marché assez mature. Oui, oui, oui. Les gens sont bien équipés. Et puis, il y a une philosophie aussi interne de travailler des produits qui sont plus éco-responsables, et notamment à travers le biais de l'utilisation sur la durée de vie qui a été prolongée. Donc, on sait qu'un renouvellement d'ordinateur aujourd'hui prend plus de temps que dans le passé. Mais d'arriver sur ces nouveaux marchés, c'est aussi une suite logique par rapport à notre savoir-faire. Je parlais tout à l'heure de nos brevets, notamment sur les batteries, sur l'autonomie des batteries. Le fait d'orienter aussi la fabrication de nos ordinateurs sur des modèles un petit peu plus éco-responsables, green, et fatalement, la mobilité verte, c'est dans la continuité. Donc l'idée pour nous, c'est d'amener toutes nos connaissances sur ce secteur et sur tout l'aspect technologique IA dans un segment qui est parfait pour ça. Karim, pour terminer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de nouveautés qui ont été présentées. Un mot justement sur cette volonté d'éco-responsabilité de chez Acer, avec la gamme Vero que vous renouvelez en quelque sorte. Voilà, les PC qu'on avait découverts il y a 2 ans, je crois. Exactement, il y a 2 ans. À base de plastique recyclé. Oui. Donc là, vous sortez 2 nouveaux modèles. Exactement, il y a 2 nouveaux modèles, en Chrome notamment et un autre en Windows, sur des formats différents et des coloris différents. Et ce qui est intéressant, et c'est un peu la promesse qu'on avait à l'époque, on était sur 30% de plastique recyclé post-consommation. Aujourd'hui, on est monté à 40%. Donc on arrive, par la recherche, à avoir plus de plastique recyclé dans le PC, tout en gardant un certain niveau de qualité. Et on s'en était parlé à l'époque, on nous a dit pourquoi que 30%, et la réponse était on y travaille. Petit à petit, voilà. si on gagne 10% par an, c'est ça, c'est pas mal. On arrivera peut-être un jour à 100%. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque PC avec du PCR, derrière, c'est 20% d'empreinte carbone en moins dans sa production, donc il y a quand même un effet. Mais derrière, on sort aussi ces produits avec les nouvelles technologies, les nouveaux processeurs, les nouvelles cartes graphiques. Donc on reste à la pointe de la techno, mais avec un petit peu plus d'éco-responsabilité dedans. Voilà, c'est la gamme Vero. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Merci beaucoup, Karim. Merci. Voilà, Karim Wayoun, directeur marketing et communication d'Acer France, pour terminer ce Tech Hebdo. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. D'ici là, voilà, Tech Hebdo diffusé tout au long de la semaine sur la chaîne Tech & Co. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube ou sur l'appli RMC BFM Play. Très belle soirée et on se retrouve très vite. À bientôt.